Jean-Michel Sommer, vous êtes président de chambre et directeur du service de documentation de la Cour de cassation française. Alors pour nos collègues qui seront réunis à Dakar, merci d'avoir permis cet entretien. Je vous ai posé une question qui est celle autour de l'open data. La Cour de cassation a développé depuis plusieurs années tout un programme de diffusion de la jurisprudence, était très en avance sur le plan informatique, a ouvert des débats dès 2015-2016 sur ces questions. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui? Où en est la Cour de cassation sur l'open data des décisions de justice, c'est-à-dire l'ouverture des données? En fin de compte, où en êtes-vous? Bonjour Jean-Paul. L'histoire de l'open data des décisions de justice est en effet l'histoire de l'ouverture des données judiciaires qui est désormais inscrite dans une histoire plus longue de l'ouverture des données publiques. Et la première étape sur le plan législatif en France est une loi de 2016, une loi pour une république numérique du 7 octobre 2016 qui a posé le principe de l'ouverture des décisions de justice au public, gratuites, numériques. Cette loi était un peu inachevée, elle a été suivie d'un rapport qui a été confié par le garde des Sceaux au professeur Cadier, et à l'issue du dépôt du rapport du professeur Cadier, un nouvel amendement législatif a été adopté et qui pose désormais les règles de l'open data des décisions de justice, qui est confié pour les décisions judiciaires à la Cour de cassation, qui en est responsable, et pour les décisions de l'ordre administratif au Conseil d'État. Le dernier texte qui a été pris est assez récent, puisque c'est un arrêté du 28 avril 2021 qui fixe le calendrier, les échéances, les étapes qui sont celles de la mise à disposition des arrêts et des jugements de l'ensemble des juridictions de France. La première étape est très prochaine. Là, nous sommes au mois de juin 2021, et dès le mois de septembre prochain, sur le site de la Cour de cassation seront mis à disposition en open data tous les arrêts de la Cour de cassation, en matière civile, en matière pénale. Puis, à une échéance un peu plus lointaine, mais qui n'est pas si lointaine que ça, au printemps 2022, tous les arrêts des cours d'appel en matière civile, commerciale et sociale seront mis à disposition en open data. Puis le calendrier s'échelonnera avec les décisions des conseils de prud'homme dans un premier temps, puis les décisions des tribunaux de commerce et l'ensemble des décisions de tous les tribunaux judiciaires de France. Environ 3 millions et plus peut-être de décisions par an en flux seront mises en open data. Donc voilà le calendrier qui est celui de cette open data, de cette mise à disposition. Dans ce calendrier, il faut concilier deux objectifs, à la fois diffuser de façon ouverte, en open data, de façon ouverte les décisions de justice, mais aussi respecter la vie privée telle qu'elle est présentée dans les décisions de justice. Il y a des droits extrêmement fondamentaux à protéger. Quels sont les principaux défis techniques? Techniquement, comment vous arrivez à concilier ces deux objectifs? Alors, le défi technique, il est au service d'une finalité qui est celle de la protection de la vie privée des personnes physiques. Donc, on est là dans le droit de la protection des données personnelles sensibles. Et tout ce défi technique est mis en place pour que l'on puisse occulter, préserver les parties personnes physiques de la divulgation, de la diffusion de leur identité et de leur nom. Ce qu'a prévu le législateur, d'une manière simple, c'est une occultation que nous appelons socle dans les décisions de justice du nom et du prénom et des prénoms des personnes physiques. Donc ces noms et prénoms seront systématiquement occultés. Et au-delà, les juges de France auront la possibilité de procéder à des occultations différenciées en considération de la sensibilité de certains contentieux. On comprend bien que le contentieux de la famille est plus sensible, ou celui du droit du travail est plus sensible que des contentieux de la construction ou dans d'autres matières civiles. Et donc l'exercice consistera pour nous à mettre en œuvre l'ensemble de ces occultations par le mécanisme dit de pseudonymisation, qui est une forme d'anonymisation des décisions où on s'efforce, autant qu'il est possible, d'éviter toute réidentification des personnes physiques qui sont mentionnées dans les décisions. Donc voilà le défi de protection des données, au service duquel nous mettons des moyens extrêmement importants à la Cour de cassation, puisque le volume d'affaires à diffuser, je l'ai indiqué, est de l'ordre de 3 millions, peut-être davantage de décisions à terme.
Et donc, nous avons veillé également à ce que, j'indiquais tout à l'heure que chaque juge aura la responsabilité d'occultation complémentaire, mais nous veillons, dans la suite d'un avis de la CNIL française, à harmoniser ces pratiques d'occultation, et nous avons mis en place des groupes de travail, une comitologie très particulière avec les cours d'appel pour que nous essayions de recommander des occultations complémentaires au-delà du nom et du prénom des personnes physiques. Donc voilà 2 défis qui sont au moins en premier niveau les défis importants de la pseudonymisation et qui impliquent des moyens et des coûts, vous l'imaginez, très importants, et un soutien du ministère de la Justice français. Alors on voit bien les enjeux techniques, le défi technique auquel fait face la Cour de cassation française avec ses propres responsabilités, comme le Conseil d'État pour les décisions de nature administrative. Mais quels sont derrière les enjeux? Vous avez parlé, ce sont les juges qui sont responsables effectivement de la production des données, il y a le problème de la réutilisation. Qu'est-ce que ça pose comme problème de fond qu'il faut absolument traiter? Alors je dirais que les enjeux essentiels à plus long terme de l'open data sont au nombre de 4. Le premier de ces enjeux, c'est la réutilisation et le contrôle éventuel de la réutilisation des données par tous ceux qui en seront les bénéficiaires, les destinataires, les grands éditeurs, les legal tech, les avocats, qui vont traiter et réutiliser ces données que nous mettrons en ligne à la Cour de cassation. Et la régulation de la réutilisation de ces données est un enjeu premier et fondamental qui nous a conduit à mettre en place un groupe de travail avec le Conseil d'État et avec le ministère de la Justice pour réfléchir à la possibilité de réguler les algorithmes, si cela est possible, à la possibilité de, par des voies à définir, de chartes, de labellisation, de contractualisation, voire de mise en œuvre d'une autorité publique chargée de ce contrôle de la réutilisation, de veiller à ce qu'il n'y ait pas des biais dans la réutilisation des données, la jurimétrie, la réutilisation de ces données. Donc voilà un premier enjeu qui est pour nous essentiel. Le deuxième est celui de, on l'imagine, compte tenu de la masse de décisions qui seront mises à disposition, de hiérarchiser ces décisions. Et donc de référencer, de classer toutes ces décisions par nature d'affaires, par importance, par niveau. Et cette réflexion sur la hiérarchie et la nouvelle hiérarchie en quelque sorte des décisions, on l'a déjà entreprise à la Cour de cassation en remettant complètement à plat ces dernières semaines les critères de hiérarchie des arrêts. Et le siglage de la hiérarchie des arrêts, qui était ancien, qui était assez obsolète, on a essayé de simplifier ça pour donner une plus grande visibilité à la hiérarchie des arrêts qui accompagne donc la mise à disposition de toutes ces décisions. Voilà un deuxième enjeu qui est de réfléchir à la valeur respective des décisions de première instance et des décisions d'appel et de la Cour de cassation. Il est possible aussi que cette open data conduise à une mutation des pratiques des juges, des pratiques rédactionnelles, de la motivation par les juges de leurs décisions pour un double motif. D'abord, je reviens à cela, la protection des données, et donc nos collègues vont intégrer davantage dans l'avenir cette perspective de la protection des données. C'est quelque chose à quoi nous ne sommes pas habitués, nous sommes peu familiers de cela. Et puis, on le comprend bien, si nos décisions sont mises à disposition, eh bien, c'est une pression sur la qualité de la décision. Donc, mutation des pratiques des juges, peut-être, certains l'ont dit, cristallisation de la jurisprudence. Cristallisation de la jurisprudence, on entend par là une tendance peut-être à perpétuer les décisions qui ont été rendues et à les reproduire, étant informés des précédents qui ont été rendus par les juridictions. Ça me conduit au dernier point, peut-être, qui est essentiel, qui est celui de l'évolution de la notion même de jurisprudence et de l'office du juge. Je m'explique par rapport à cela. Mettre à disposition du public en général et des professionnels, des médiateurs, qui utilisent les décisions de justice, 3 millions, 3,5 millions décisions de justice, c'est donner une valeur à ces décisions. Aujourd'hui, ces décisions ont une valeur économique, on le voit bien, les legal tech, les professionnels se disputent d'une certaine manière le nombre de décisions qu'ils ont, mais n'ont pas peut-être encore suffisamment réfléchi à la valeur d'une décision de justice. Est-ce qu'aujourd'hui, dans un système, je parlais tout à l'heure de hiérarchie, des arrêts dans un système où seule la Cour de cassation fait la jurisprudence, est-ce que la mise à disposition de tous les jugements et de tous les arrêts
ne va pas nous conduire vers l'instillation dans notre système juridique d'un système un peu de common law, de précédent, de cas où on attribuera à un précédent une certaine valeur. Je donne un exemple tout simplement. Voilà un juge d'un tribunal auquel on opposera dans un procès le jugement qu'il aura rendu à propos d'un accident de la circulation à un carrefour, accident avec une voiture grise, une voiture blanche, à la même heure de la journée. N'y a-t-il pas un principe de cohérence qui impliquerait à ce juge de juger d'une manière égale, et le principe d'égalité là, est en jeu de manière égale le citoyen par rapport à la manière dont il l'a jugé précédemment. Et ça, cette façon de raisonner, qui n'est pas du tout la nôtre, dans un système vertical qui est celui de notre jurisprudence, pourrait évoluer tous les jours. D'ailleurs, les avocats, dès à présent, plaident en produisant la jurisprudence de la juridiction devant laquelle ils sont. Or, la Cour de cassation censure, casse un jugement ou un arrêt qui a été motivé par référence à une autre décision. Juridiquement, ceci n'est pas possible aujourd'hui. Voyez-vous ? Par conséquent, demain, n'y aura-t-il pas matière à consacrer, de façon expresse ou non, je ne dis pas que c'est mon souhait, certainement pas, j'ai parlé de la hiérarchie, la nécessité de hiérarchiser la jurisprudence, mais une certaine horizontalité dans la jurisprudence. Et cette question-là, qui est une question très juridique, très pratique aussi pour les juridictions, va au-delà de la diffusion des données, de données publiques, va au-delà du droit de la protection de la vie privée, mais invite à réfléchir sur le rôle du juge et sur cette belle notion qui est celle de la jurisprudence. Merci beaucoup, Président Sommer, d'avoir répondu à ces quelques questions qui ouvrent, en fin de compte, des champs absolument énormes sur le devenir du traitement des jurisprudences, des échanges entre cours, des échanges entre juges de différents niveaux dans la hiérarchie des recours. Nos collègues de la JUCAF et de la francophonie vont profiter de l'ensemble de ces éléments et échanger entre eux, chacun à son niveau, comme on a fait lors du congrès de Beyrouth. Et puis, j'espère, en tout cas c'est ce qui est prévu, qu'à la fin de l'année, si la Covid-19 le permet, plusieurs d'entre eux qui travaillent, qui sont responsables du traitement de la jurisprudence dans leur cours, pourront venir à Paris, à la Cour de cassation, au service de documentation, pour échanger avec vous et vos services, et puis pour voir les évolutions qui sont possibles. En tout cas, merci beaucoup au nom de nos collègues africains qui sont présents ici à Dakar aujourd'hui. Eh bien, chers collègues, chers amis, je regrette de ne pas être parmi vous, mais en toute hypothèse, je vous accueillerai très volontiers à la Cour de cassation et tous ceux qui viendront nous voir à la Cour de cassation pour vous présenter notre service et les travaux que nous conduisons à la Cour de cassation. Merci, cher Jean-Paul. Merci, cher Président Sommer. À très bientôt.